Officiellement, l'Algérie n'est engagée dans aucune guerre. Et pourtant, le montant qu'elle consacre à son armée est si élevé qu'il oblige le monde à s'arrêter et à se poser des questions. 25,4 milliards de dollars en une seule année. D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, l'Algérie est devenue en 2025 le premier dépensier militaire du continent africain. Comme je viens de le rappeler, ces dépenses militaires ont atteint 25,4 milliards de dollars. Elles représentent aussi 25% des dépenses publiques, ce qui place le pays au deuxième rang mondial après l'Ukraine pour cette proportion. Et si l'on regarde leur poids dans le PIB, on arrive à 8,8%. Là encore, l'Algérie se retrouve juste derrière l'Ukraine, mais devant Israël. Mais ce chiffre ne se limite pas au rapport des instituts internationaux. La presse française, notamment le magazine Le Point, revient régulièrement sur le budget de la défense algérienne, avec presque toujours la même interrogation en toile de fond. Pourquoi l'Algérie dépense-t-elle autant alors qu'elle n'est pas en guerre ? Aujourd'hui, je vous retrouve donc dans cette émission très importante. Je vous invite tous à la partager parce qu'il ne s'agira pas seulement de lire des chiffres. Nous allons surtout voir ce qui se cache derrière eux et analyser ensemble comment certains tentent de transformer une décision souveraine, prise pour protéger le pays, en prétexte pour nourrir des polémiques. Un j'aime et un partage sont indispensables. C'est parti. Comme à chaque fois, nous allons partir des faits, uniquement des faits, sans les grossir ni les minimiser. En seulement 3 ans, les dépenses militaires de l'Algérie sont passées d'environ 9 milliards de dollars à près de 26 milliards. En 2022, elles étaient de 9,1 milliards de dollars. En 2023, elles ont connu un bond spectaculaire pour atteindre 18,3 milliards de dollars. En 2024, la progression s'est poursuivie avec 21,8 milliards de dollars. Puis, en 2025, elles sont montées jusqu'à 25,4 milliards de dollars. Autrement dit, en très peu de temps, le budget militaire algérien a pratiquement été multiplié par 3. Et lorsque dans les dépenses publiques, 1 dinar sur 4 est consacré à la défense, on ne parle plus d'un simple réglage budgétaire. On parle d'une lecture anticipée d'un environnement régional devenu trop instable pour que le pays puisse se permettre d'attendre. Dans cette vision, la sécurité n'est pas un luxe, elle est la condition de départ de tout développement. Et si l'on regarde maintenant à l'échelle africaine, ces chiffres deviennent encore plus impressionnants. En 2025, l'ensemble des dépenses militaires du continent africain a atteint 58,2 milliards de dollars. Cela veut dire que l'Algérie représente à elle seule près de la moitié des dépenses militaires de toute l'Afrique. Pour comparer les dépenses militaires, du Maroc se sont élevées à 6,3 milliards de dollars. L'Algérie dépense donc environ 4 fois plus que son voisin et rival régional. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de regarder ce que les chiffres disent. Il faut aussi se demander qui les commente et surtout avec quelles intentions. Quand Le Point revient sur ce dossier, il ne parle pas simplement d'un montant budgétaire. Il relance aussi une véritable bataille de narration. Ces dépenses doivent-elles être vues comme un bouclier souverain dans un environnement régional en pleine ébullition, ou comme un fardeau présenté comme contraire aux intérêts des citoyens? Voilà le type de questions que certains médias mettent en avant. Mais les chiffres, même lorsqu'ils sont impressionnants, ne racontent jamais toute l'histoire. La vraie question reste donc la suivante. Qu'est-ce qui a réellement changé autour de l'Algérie? Et la première réponse, il suffit de regarder une carte pour la comprendre. L'Algérie
n'est pas un petit pays. Ce n'est pas non plus un État entouré de voisins parfaitement stables. C'est un pays aux dimensions continentales, avec des frontières extrêmement longues. Au sud, l'Algérie s'ouvre sur le Sahel, une région devenue ces dernières années l'une des zones les plus instables de la planète. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont tous traversé ou traversent encore de profondes crises politiques et sécuritaires. Certains partagent directement une frontière avec l'Algérie, tandis que d'autres forment ce que l'on peut appeler sa profondeur stratégique. Et le problème ne se limite pas aux coups d'État. Le danger le plus sérieux vient du vide laissé par des États fragilisés, des groupes armés, des réseaux de contrebande, du trafic transfrontalier et de ces immenses territoires où l'autorité de l'État a quasiment disparu. Ce genre de menace n'arrive pas forcément avec un char portant le drapeau d'un pays. Elle peut naître sur une simple piste de contrebande, puis se transformer du jour au lendemain en menace majeure pour la sécurité nationale. Voilà pourquoi sécuriser le Sud ne veut plus simplement dire envoyer des gardes-frontières sur le terrain. Aujourd'hui, cela demande des drones, une surveillance aérienne constante, des radars sophistiqués, des moyens de renseignement, des bases avancées, des unités capables d'intervenir rapidement, mais aussi une capacité à repérer les menaces avant même qu'elles n'arrivent aux frontières. Et bien sûr, tout cela a un coût. L'Algérie ne veut pas attendre que le danger devienne un incendie à ses portes pour réagir. Sa doctrine désormais, c'est d'éteindre l'étincelle avant qu'elle ne se transforme en véritable front. Mais le Sud n'explique pas tout. On ne peut pas parler du budget militaire algérien sans aborder les relations avec le Maroc. Car entre Alger et Rabat, il ne s'agit pas d'un simple désaccord passager. Plusieurs dossiers restent ouverts, et le premier d'entre eux, c'est évidemment la question du Sahara occidental. À cela viennent s'ajouter la rupture des relations diplomatiques, la rivalité d'influence et des décennies entières de méfiance accumulée. D'ailleurs, le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, considère que les dépenses militaires de l'Algérie, comme celles du Maroc, sont largement nourries par les tensions qui persistent entre les deux pays, en particulier autour du dossier du Sahara occidental. Dans un tel contexte, la logique qui s'impose est celle de la dissuasion. Il s'agit de ne jamais permettre à l'autre partie de croire qu'elle pourrait prendre un avantage décisif dans le rapport de force. Voilà pourquoi l'on entend de plus en plus parler de modernisation de l'armée de l'air, de systèmes de défense aérienne de nouvelle génération et de technologies militaires avancées. Depuis plusieurs mois, les revues spécialisées dans l'aviation et la défense évoquent la possibilité de voir arriver dans le ciel algérien des technologies furtives et des avions de 5e génération. D'un côté, le Maroc est régulièrement mentionné dans des informations parlant d'éventuelles négociations pour acquérir le F-35 américain. De l'autre, l'Algérie apparaît dans certains rapports en lien avec le Su-57 russe. Mais au fond, le point le plus important n'est pas le nom de l'avion. Le véritable sujet est stratégique. L'espace aérien du Maghreb pourrait entrer dans une phase entièrement nouvelle. Une phase où la supériorité aérienne deviendrait plus sensible, plus coûteuse et beaucoup plus dépendante de la technologie. Dans ce contexte, l'Algérie agit selon une logique de préservation de l'équilibre stratégique, et non dans une volonté de le briser. Son objectif est clair, éviter de se retrouver demain face à une supériorité technologique qui la contraindrait à faire des choix beaucoup plus difficiles. Passons maintenant à un point que certaines analyses occidentales ont souvent tendance à ignorer. Du point de vue des autorités algériennes, l'armée ne se limite pas à une institution chargée d'assurer la défense nationale. Elle doit aussi devenir un véritable moteur de l'industrialisation. Lors de l'ouverture de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger,
Le président Atiak a d'ailleurs présenté l'Armée nationale populaire comme une locomotive de l'industrie mécanique. L'objectif fixé est clair: parvenir d'ici 2028 à fabriquer en Algérie un moteur et une boîte de vitesse conçus localement, tout en encourageant la participation des startups et des entreprises nationales de sous-traitance. L'ambition ici est parfaitement lisible. Il s'agit de réduire la dépendance aux importations, de développer un véritable savoir-faire industriel et de faire en sorte que les dépenses militaires puissent également bénéficier à l'économie civile. Le développement de l'intégration locale, notamment autour de l'usine Fiat d'Oran, s'inscrit précisément dans cette logique. Naturellement, quand près d'un quart des dépenses publiques est orienté vers la défense, beaucoup de citoyens se posent des questions. Et ces questions sont légitimes. Qu'en est-il de la santé ? Qu'en est-il de l'éducation ? Qu'en est-il du pouvoir d'achat ? La réponse des autorités repose sur une idée simple. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni développement durable, ni investissement, ni stabilité économique. Dans cette vision, la défense n'est donc pas présentée comme une dépense ordinaire, mais comme un investissement destiné à protéger le pays, à préserver sa souveraineté et à construire à terme une véritable base industrielle nationale. Au fond, le vrai défi n'est pas seulement de savoir si le niveau des dépenses militaires est élevé. Le vrai défi, c'est de savoir si ces dépenses peuvent produire des résultats concrets. Transfert de technologie, création d'emplois, développement de l'industrie nationale et renforcement de l'économie. Si ces objectifs sont atteints, alors ces dépenses seront perçues comme un investissement stratégique. Mais si ce n'est pas le cas, elles risquent d'être vues comme une charge financière importante. C'est exactement là que se trouve l'enjeu central. Transformer la sécurité en levier au service du développement de la souveraineté et de la prospérité nationale. Et vous, quel est votre avis? Pensez-vous que ces dépenses sont une nécessité stratégique dans un environnement régional instable? Ou estimez-vous que le principal défi est désormais de les transformer plus rapidement en industrie, en emploi et en valeur ajoutée pour l'économie nationale? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à soutenir notre travail. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse.